Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 16 mars 2017. Bienvenue, il est 20h20, bienvenue donc dans le Grand News. Dans une interview à l'Express, Aymeric Chauprade, l'ancien chef de la délégation des députés européens du Front National et conseiller de la présidente du Front National, Marine Le Pen, il explique comment la présidente du FN a pris les choses en main dans l'affaire des assistants parlementaires et témoigne donc des pratiques délictuelles au Front National. Une fusillade a eu lieu à Grasse cet après-midi, une détonation a retenti très importante, une première fois, puis les vitres ont explosé, témoignent Lucie 17 ans et Enzo 16 ans qui étaient encore en cours lors de cette fusillade. Il n'y a heureusement aucune victime à déplorer. Politique toujours, comment les parrainages sont-ils validés par le Conseil constitutionnel français pour les candidats aux élections présidentielles? Voici les explications de nos équipes. Comme chaque année d'élection présidentielle, la course à l'Élysée commence par la campagne des parrainages. Les candidats doivent obtenir le soutien d'au moins 500 élus. Mais une fois que le formulaire est signé et envoyé par les élus, qu'est-ce qui se passe? Explication. Il y a d'abord le dépouillement. Les parrainages arrivent ici, au Conseil constitutionnel, uniquement par voie postale. Une fois passé au rayon X, c'est dans cette pièce que le courrier est ouvert et les formulaires de parrainage triés dans des bannettes par candidat. Déjà, à cette étape, des parrainages peuvent être invalidés. Il y a un nombre restreint de parrainages qui nous arrivent par la voie postale ordinaire, mais sans l'enveloppe réglementaire. Donc du coup, on est obligé de les considérer comme invalides. Les formulaires sont ensuite datés, photocopiés et scannés. Là, je viens de classer donc les originaux des formulaires de parrainage qui nous sont parvenus aujourd'hui, qui, après avoir été photocopiés, sont classés automatiquement dans le coffre jusqu'à la fin donc, de la période des parrainages et ensuite seront adressés aux archives nationales pour une conservation. Voilà. Pour des raisons de sécurité, à partir de cette étape, l'équipe du Conseil constitutionnel ne travaille plus que sur des photocopies. Ensuite interviennent les vérifications. Après un contrôle visuel réalisé par des juristes, les formulaires sont saisis. Leurs informations doivent être conformes au registre informatique des élus fourni par le ministère de l'Intérieur. Si un problème est constaté, ils sont alors envoyés au rapporteur adjoint. Le formulaire prévoit que pour les maires et les maires délégués, il y ait la position du sceau de la mairie, ce qui n'est pas le cas dans le document. Ces conseillers de la Cour des comptes ou du Conseil d'État sont détachés spécialement pour les parrainages. Ils contactent les élus pour obtenir les pièces manquantes, le plus souvent une signature, un sceau ou une information d'état civil. Mais malgré tout ça, il y a parfois encore des problèmes, et c'est à ce moment-là que les parrainages sont évalués par le Conseil des sages. Cela n'arrive que dans très peu de cas. Seuls, dans cette grande salle, les membres du Conseil valident les parrainages et tranchent dans le cas de ceux qui sont encore litigieux. Particularité de 2017, une réforme du système de parrainage oblige désormais le Conseil constitutionnel à publier l'ensemble des noms des parrains. Vous pouvez donc désormais savoir quel candidat est parrainé par votre élu, et ce, pratiquement en temps réel, grâce à la mise à jour, tous les mardis et vendredis, du site du Conseil constitutionnel. François Fillon, suite à sa mise en examen, la campagne présidentielle pourrait-elle être décalée de quelques mois? La réponse de Franck Johannes. Les suites de cette mise en examen lui permettent d'avoir accès entièrement au dossier, de faire des demandes d'actes, de demander des confrontations, de contester point par point toutes les charges qui lui sont ouvertes. Paradoxalement, sa défense peut vraiment s'exprimer à partir de maintenant. Reste qu'il va évidemment faire des recours devant la Chambre de l'instruction, peut-être poser des questions prioritaires de constitutionnalité pour savoir si l'enquête est conforme à la Constitution. Tout ça prendra du temps et restera mis en examen dans tous les cas de figure. Du point de vue du code de procédure pénale, l'enquête se déroule parfaitement normalement, mais le cas est rare. On sait que les tribunaux sont encombrés, les juges aussi, et en général tout ça prend beaucoup plus de temps.
Là, le calendrier électoral entre évidemment en ligne de compte. Ne serait-ce que pas pour empêcher, comme dit M. Fillon, qu'il se présente à l'élection, mais parce qu'à partir du moment où s'il est élu président de la République, l'affaire, enfin, il ne peut plus être entendu pendant 5 ans, voire 10 ans s'il est réélu. Et est-ce que ça aura encore du sens de discuter du prix des costumes de M. Fillon dans 10 ans ? Donc là, effectivement, il y a une accélération du calendrier, mais qui n'est pas illégale pour dessous. La famille Fillon est un peu plus mal à l'aise procéduralement que François Fillon, parce qu'eux, ils ne sont pas protégés par une immunité parlementaire, et donc ils peuvent à tout moment être entendus. Pénélope Fillon va devoir s'expliquer le 28 mars si elle veut, hein, elle va être convoquée en tout cas et mise en examen le 28 mars, ou peut-être le 27 pour les mêmes raisons que la date a été avancée. Les enfants de la même manière. Le suppléant de François Fillon au Parlement européen et maire de Sablé-sur-Sarthe, qui est protégé par l'immunité parlementaire européenne, mais qui pourra être levé aussi, sera aussi à son tour entendu. Et il y a encore tout le volet du trafic d'influence. Le fait que Marc Ladré de la Charrière, le patron de la Revue des Deux Mondes et de tas d'autres choses, il y a une grosse enquête dans le Monde aujourd'hui là-dessus, sera aussi entendu. Il a été fait grand croix de la Légion d'honneur par François Fillon, et c'était son ami, et il lui a prêté 50 000 € que François Fillon a remboursé vite fait au moment de l'affaire Pénélope. Tout ça sont deux possibles infractions, les juges en décideront, et pour en tout cas tous ces gens-là, à partir du moment où il n'y a plus d'immunité, ils suivront le cours normal et seront mis en examen et passeront dans le tribunal, très probablement. Le cas est possible s'il y a empêchement d'un candidat. L'article 7 de la Constitution le prévoit, il n'a jamais été appliqué. Il faudrait pour ça que M. Fillon décide de ne plus aller à l'élection, alors qu'il a dit le contraire 3 fois de suite, enfin au moins. Si jamais il décidait de plus y aller, il serait assez inconcevable que le représentant d'un parti qui a quand même eu plus de 4 millions de suffrages au cours d'une primaire ne puisse pas se présenter. Il y aurait alors un empêchement. Il serait possible de saisir le Conseil constitutionnel, soit par le président de la République, soit par le président du Sénat, aux 60 députés ou sénateurs, et le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection du temps qu'il veut. Ça ne s'est jamais produit. On ne sait pas exactement ce que c'est qu'un empêchement, mais en tout cas, si François Fillon va jusqu'aux élections, c'est qu'il n'est pas empêché. Donc le cas reste un cas de figure. The Lost City of Z est un film d'aventure et c'est notre film à retordre de ce soir. Regardez. A land of primitives, but there are rubber plantations all over Amazonia. Very profitable. The Lost City of Z raconte l'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. En mission entre le Brésil et la Bolivie, le colonel britannique découvre les traces de ce qu'il pense être une cité perdue et ancienne. En situant une partie de l'action outre-Manche au début du XXe siècle, le film de James Gray témoigne une nouvelle fois de la fascination du cinéma américain pour l'aristocratie britannique de l'époque. Il y a cette idée pour les Américains de se cacher un peu derrière l'histoire britannique pour montrer un peuple conquérant le monde. Il me semble que dans le cinéma hollywoodien, et spécialement dans le versant cinéma d'aventure, il y a une coloration très britannique, avec en plus une propension à faire appel à des acteurs britanniques. Ce qui est intéressant dans ce que fait James Gray de la partie anglaise du film, c'est de montrer la sclérose de cette société. Le fait qu'il n'y ait aucune perspective de mobilité au sein de cet espace. Et à quel point la famille du personnage principal peut y être elle-même piégée, arrêtée, programmée à un destin qui est presque prévu d'avance. Avec The Lost City of Z, le réalisateur nous propose un film d'aventure dans un ton bien différent de celui donné par le grand classique du genre, Indiana Jones.
Contrairement à la série de films de Steven Spielberg, James Gray traite l'aventure au premier degré. Alors le film ne répond pas tellement, je dirais, au canon du film d'exploration. Il est plutôt dans un sérieux historique, une crédibilité, je dirais, voilà, assez immédiate. Il me semble que ça ne marche pas parce que pour y parvenir, il faudrait sans doute, me semble-t-il, prendre plus en compte la réalité de l'époque dans laquelle ce film est situé. C'est-à-dire qu'on a d'un côté cet ensemble de figures imposées de la vie d'un petit aristocrate anglais, militaire, puis explorateur, qui se heurte aux contraintes sociales. Et de l'autre côté, cette jungle qui est montrée comme un royaume fantastique, mais qui n'a pas d'existence matérielle. Pour retrouver cette pureté, il me semble qu'il aurait fallu passer par une analyse plus juste, plus moderne de ce que c'était que l'exploration, qui était quand même une volonté d'assujettissement du monde à la vision d'un groupe de gens qui se trouvaient être les pays occidentaux. James Gray a réalisé The Lost City of Z en 35 mm comme tous ses films. Un choix délicat pour tourner en pleine jungle, car les pellicules devaient être envoyées par avion à plusieurs milliers de kilomètres pour être développées et elles ne pouvaient être visionnées qu'une semaine plus tard. Et tout de suite, voici l'image du jour. Ce grand news, j'ai ce soir une pensée pour Joseph Cabru puisqu'il vit à Grasse. Fin de ce magazine, en rediffusion prochaine, c'est à minuit 5. Je vous retrouve demain vendredi dans le grand news avec Joseph Cabru dans The People. Je vous souhaite une très belle soirée, à demain.